cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir chers internautes, nous sommes le lundi 7 avril 2025. C'est votre émission Le Monde en 52 minutes. Les nombreux conflits que connaissent les 5 continents depuis plusieurs années sont liés au multilatéralisme, au dire de certains observateurs, analystes et consultants politiques et géopolitiques, y compris les experts internationaux. Cet après-midi, nous allons faire cet exercice pour savoir si oui ou non ces conflits sont liés à ce multilatéralisme. Et pour en parler, j'ai avec moi Didier Sanson, il est journaliste enseignant. Bonsoir Didier. Bonsoir Tatiana. Il n'est plus à présenter Morgane Asokba-Metondi, consultant en géopolitique. Bonsoir Morgane. Bonsoir Tatiana, bonsoir Didier. Bonsoir. L'exercice sera difficile, là, je sais, mais rien n'est impossible à mes invités. À l'ère de l'explosion des conflits sur tous les continents, comment réformer le multilatéralisme? Alors cet après-midi, je vais commencer par Morgane et je vais demander à Morgane de savoir, ça peut être bête, mais certains veulent comprendre. C'est quoi exactement le multilatéralisme? Bon, c'est pas du tout bête et c'est important de comprendre parce que on y met parfois à tort et à travers plusieurs choses. Le multilatéralisme n'est pas du tout compliqué. C'est une autre façon d'approcher les problématiques qui traversent plusieurs frontières. Lorsque plusieurs États identifient un problème commun à eux, et estiment qu'il faille conjuguer les efforts ensemble pour résoudre la problématique, ils sont obligés de se retrouver dans un cadre qu'on appelle celui du multilatéralisme, où ils doivent s'asseoir, identifier, diagnostiquer le problème et définir l'apport de tout un chacun selon sa capacité et dans une perspective de réellement contribuer efficacement à la résolution du problème. C'est ça le multilatéralisme, c'est rien d'autre. Quand ils ne sont pas dans du multilatéralisme, ils sont dans du bilatéralisme, lorsqu'un État se rapproche d'un autre et détermine un cadre de coopération où ils interagissent pour le bien de leurs intérêts. Donc, on peut entendre par multilatéralisme ce que je viens de définir de la façon la plus simple. Ouais. Et oui. je vais rajouter un cas pratique. L'avantage d'être enseignant sur des niveaux assez moyens. Donc, on est terre à terre pour qu'ils comprennent. C'est exactement ce qu'il dit. Mais les étudiants, en première année, par exemple, veulent savoir ce que c'est plus précisément. Lorsque on s'appelle le Bénin et qu'on va négocier avec la CEDEAO, on est en multilatéralisme. Okay. Lorsqu'on s'appelle AES et qu'on sort d'un système et pourtant on reste en UMOA, on est en multilatéralisme puisqu'on ne négocie pas. Mais puisqu'ils sont en train de sortir, on ne va pas de cas pratiques, puisqu'ils sont en train de sortir, ils ne peuvent plus, au nom de la CEDEAO, avoir des négociations. Donc ils vont faire, eux maintenant, du bilatéralisme vers les institutions internationales. C'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'adresser à l'UE, ils vont s'adresser à la France ou à l'Allemagne. Okay. Parce qu'on dit, mais vous êtes dans un ensemble, ou bien vous dénoncez tous les contrats possibles et imaginables, et vous redéfinissez l'AES qui va être reconnue au plan international. Pour l'instant, l'AES n'est reconnue que par ceux qui l'ont fondée. Donc maintenant, pour négocier, le Mali va aller négocier avec la Russie, avec tout ce qu'ils veulent, avec la France qui va dire, avec l'Allemagne qui va dire, enfin, État à État,
je dis un peu n'importe quoi. Haïta, ça vous vaut 10% en plus. Ensemble, ça vous vaut 2%. C'est pour ça que je dis attention à ceux qui se tapent la poitrine et pour dire on est souverain, on est machin, etc. Attention, la souveraineté, oui, pour en faire quoi? Pour en faire quoi? C'est-à-dire, dans le multilatéralisme aujourd'hui, comme il a expliqué, c'est un ensemble de choses. Quand on se met ensemble, on est plus fort, n'est-ce pas? Et après, vous allez négocier d'État à État, d'État à État, d'État à État. C'est compliqué, surtout pour des pays qui n'ont pas grand-chose à proposer. Alors justement, lorsque je vous entends parler d'une façon ou d'une autre, le multilatéralisme, c'est également un jeu d'intérêts. Dans ce jeu d'intérêts, est-ce que seuls les plus grands s'en sortent ou alors même les petits fretins peuvent tirer leur épingle du jeu? Tout le monde en général tire son épingle du jeu. Maintenant, il y en a qui tirent des épingles assez longues et pointues, et d'autres ont des épingles qui n'ont même pas la taille. À bourron et qui ne piquent pas. Qui ne piquent pas du tout. C'est très bien la métaphore, Didier. C'est parce que ça illustre réellement le cadre de multilatéralisme, qui est un cadre dans lequel, techniquement, on ne va pas sans avoir concrètement quelque chose à apporter. Et il faut dire que le multilatéralisme, à un moment, s'est instauré comme la marche à suivre, mais actuellement est en pleine crise. On est allé jusqu'à parler de la mondialisation, du globalisme, qui vise à avoir un marché vaste qui permet à toute entité bien équipée de réellement asseoir son hégémonie ou son influence. Ce qui a, d'une certaine façon, dans sa productivité, épuiser le système et être une difficulté même pour ceux qui estimaient qu'ils étaient les maîtres du multilatéralisme. Suivez mon regard. Les États-Unis, qui, qu'on le veuille ou non, la dynamique de Donald Trump aujourd'hui qui vise à morceler tous ces aspects du multilatéralisme dans les perspectives d'aide et de coopération très poussées. Aujourd'hui, cette attitude est très compréhensible parce que le multilatéralisme n'est pas mort, mais la mondialisation au sein du multilatéralisme est arrivée à une étape de déconstruction. Il va falloir réinstaller tout le système et voir maintenant dans quel aspect il faut s'orienter par entité. Et aujourd'hui, le multilatéralisme est en train d'être redéfini. Maintenant, la part de chaque État dépend de sa perspective et de ses analyses géostratégiques. Alors justement, ça me permet de poser la question à Didier, de savoir aujourd'hui, est-ce que nous assistons à une recomposition du monde? Oui, oui, complètement, avec un président très original de Donald Trump, très original, qui pense que le monde s'arrête aux États-Unis. Et commence aux États-Unis également. Et commence et finit aux États-Unis. Donc, évidemment, il est dans une logique, certains philosophes appelleraient ça la diagonale du fou. Bon, mais bon, il redéfinit les choses. Donc, dans le multilatéralisme, par exemple, il a arrêté tout ce qui est USAID. Ouais, en disant, bon, vous savez, ça part d'un petit principe, je vous donne de l'argent, vous m'insultez, je ne vous donnerai plus. Voilà, ça part de ça. Or, dans cette affaire de l'USAID qui aide évidemment les pays, l'Éthiopie, Kenya, les pays de l'AES, le Mali, le Niger, qui sont les plus bénéficiaires de l'USAID, ils coupent, bien sûr, ça va faire des problèmes en santé publique, etc. Mais en même temps, ce n'est pas que les pays africains qui en profitent. Il faut savoir que les entreprises américaines sont dans le système, dans ce multilatéralisme. Il faut bien acheter ces produits-là, il faut bien acheter une technologie, et c'est la leur qui vient donc. Et il est en train de se couper des choses en disant America First, oui, mais America First pour elle-même, alors donc restez entre vous et on verra si vous serez... Oui, mais est-ce qu'on s'attendait forcément à ces manœuvres-là? Ça s'est lu entre les lignes qui va faire tout ça. Mais les Américains n'ont pas, eux,
une vision. Vous savez, tout le monde est devenu un peu. C'est du populisme, quoi. Tout le monde dit, ah oui, il a dit que ceux qui nous insultent, on ne va plus lui donner de l'argent. Donc, nous, on va voter pour lui. Mais d'ici quelques années, on va forcément voir un recul américain sur l'échiquier international. Ne serait-ce que le partenaire qui est le premier, la première industrie du monde, la Chine, qui rétorque tout de suite en mettant aussi des taxes. Le Canada en face qui réagit, etc. etc. Je crois qu'il y a des effets d'annonce, mais après dans les négociations, autre chose se passe. Et puis, on verra la limite des choses. Et c'est ce multilatéralisme qu'il est en train de détruire. Mais en même temps, ça nous permet, comme disait Morgane, ça nous permet de voir les limites de chaque chose. Donc, le monde se recompose. Le monde se recompose. Quand le Comecon a disparu avec l'URSS, et on voit les méthodes violentes de Poutine pour amener à peu près le système, etc. etc. Donc, on est dans une recomposition. Et à quelque chose, malheur est bon. Ça permet aussi de voir jusqu'où on va et qu'est-ce qui n'est plus possible. D'accord. Voilà. Alors, juste après la période 39-45, on a vu qu'aussitôt, le monde a décidé de se lancer dans ce multilatéralisme parce que chacun, après la guerre, a compris que il y avait des limites, donc il fallait mettre de côté l'unilatéralisme. Alors, ce choix de multilatéralisme avait-il été véritablement bien pensé? Parce qu'aujourd'hui, on voit où est-ce que ça nous conduit. Mais il faut quand même rappeler que ce choix n'avait pas été pensé par tout le monde, mais il avait été très bien pensé par celui qui l'a initié. Et il s'agit bel et bien des États-Unis qui avaient un agenda derrière cette volonté de créer ce multilatéralisme. Il faut rappeler qu'on a eu la Société des Nations après la Première Guerre mondiale. Les États-Unis n'étaient pas partis à cette Société des Nations et elle a fait faillite, c'est-à-dire elle est tombée à l'eau. Mais au niveau des Nations Unies, les États-Unis qui avaient réellement les capacités d'étendre son influence dans le monde entier ont décidé de faire partie des Nations Unies et on a vu que depuis les lendemains de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, les Nations Unies continuent d'exister. Mais il faut rappeler que l'Europe tout entière est tombée sur la dépendance vis-à-vis des États-Unis par le plan Marshall, qui rend l'Europe non seulement redevable, mais entièrement dépendante. Et le plan Marshall a orienté les Européens vers non le développement de l'armement, mais plutôt trouver un cadre pour s'occuper uniquement Exactement. Et je vais enchérir en disant encore que nous sommes sur une chaîne d'université, ZAE TV. Donc, j'espère que nos étudiants regardent. Et je suis sûr que, on ne va pas leur faire injure, mais beaucoup ne savent pas ce que c'est que le plan Marshall. Or, tout le multilatéralisme au départ a été défini par lui, tout part de ça. Mais c'est quoi? 39-45, guerre mondiale, toute l'Europe en ruine. Des ruines partout. Et donc, on a, même l'Allemagne a été ruinée. Et on a mis la bombe atomique à Hiroshima et à Nagasaki. Le monde était en décomposition. Donc les États-Unis qui étaient venus en sauveur ici, en sauveur là, disent ok, on va mobiliser de l'argent et on va vous donner cet argent pour vous reconstruire. Vous qui n'avez plus d'industrie. Donner ou emprunter? C'est beaucoup donné, mais on sait comment c'est de l'aide. C'est de l'investissement. Voilà. Donc il faut avoir retour sur investissement. Et puis on a défini aussi à partir de ce moment-là l'aide liée. Je donne, mais je sais comment je reprends. Bon, voilà. Donc, avec le plan Marshall, les Européens ont reconstruit leur continent. Mais avec l'argent américain, avec la technologie venue d'ailleurs, parce qu'eux étaient anéantis de toute façon. Donc, ils se sont reconstruits. Donc, redevables à jamais. Et donc, l'OTAN se met, à l'ONU, on fait le Conseil de sécurité, mais on a une main forte là-dessus. Et puis, on prend le dollar comme monnaie étalon du monde, donc tout le monde va s'aligner dessus, etc., etc. Donc, ils ont défini le multilatéralisme par rapport à eux. Et donc, les Européens ont marché. Donc, ce plan Marshall a aidé tout le monde en Europe, en tout cas, à se reconstruire. Donc, ils se sont reconstruits et maintenant veulent s'émanciper de ça.
les États-Unis, ben, qu'est-ce qui se passe? De toute façon, vous ne pouvez rien. FMI, Banque mondiale, machin, tout ça, c'est nous. Tout ça, c'est nous. Le système est mis au point par nous. Et qu'est-ce que font les Européens? La France, toute seule face aux États-Unis, rien du tout, zéro pointé. Allemagne, tous zéro. Donc ils se disent, mettons-nous ensemble pour les affronter, c'est tout. Okay. Mettons-nous ensemble pour participer à ce multilatéralisme, mais parce que nous sommes le vieux continent, nous avons nos habitudes, nous sommes ce que nous sommes, c'est nous, comme Tatiana disait la dernière fois, la maison mère. Ouais, la maison mère. La maison mère, la maison mère, c'est nous. Donc tout va repartir encore de nous. Donc eux ont commencé par se mettre ensemble. Pour faire face à ce géant. Et du coup, le Comecon, du coup, les Chinois dans un autre système, etc., etc. Donc, le multilatéralisme dans les années 60, toujours reconstruction, 70, 80, on est dans un boom économique du multilatéralisme. Et là, les plus puissants tirent leur épingle du jeu. Il faut le savoir. Hein, alors, justement, lorsqu'ils tirent, leur marron du feu, aujourd'hui, certains estiment que tous les conflits que nous avons à travers tous les continents, il faut juste regarder ce multilatéralisme. Vous savez, il y a une chose qui est claire. Quel que soit le conflit, les conflits auxquels on a assisté dans l'histoire des relations internationales, tous ces conflits se sont terminés autour d'une table. C'est-à-dire le cadre de dialogue, d'analyse et de détermination de qui prend quoi et pour combien de temps. Même si après on peut relancer les conflits. Et quand vous regardez aussi l'histoire, vous comprenez que le conflit est inhérent. À un moment donné, on a des leaders qui se retrouvent à des positions données et qui décident de ne plus continuer dans la logique parce qu'ils estiment qu'il est temps de faire une rupture. Et aujourd'hui, on est à cette rupture. Maintenant, la rupture est initiée par celui qui stabilisait à sa façon. Vous voyez, le multilatéralisme aujourd'hui est en train d'être redéfini. Mais être redéfini par qui ? Alors, il faut dire que Donald Trump, le président Donald Trump, donne une directive à ce multilatéralisme. Mais aujourd'hui, sa capacité d'orientation du multilatéralisme est en train de passer à côté. Pourquoi? Parce que il se concentre sur une politique America First qui vise uniquement à déterminer les relations entre les États-Unis et le reste du monde individuellement. Contrairement à la politique d'avant, qui était dans une logique de déterminer les relations entre les États-Unis et l'ensemble du monde, dans une perspective d'influence continue par un ensemble de systèmes de coopération et de capacité à dominer tous les éléments du système, que ce soit politique, économique, culturel. Vous avez les États-Unis sur tous les fronts. Mais aujourd'hui, il y a cette rupture. Et il y a d'autres acteurs de la scène internationale qui estiment que la nature ayant horreur du vide, ils sont à même de combler ce vide. Vous avez la Chine qui prend le devant sur le plan culturel et l'Union européenne qui se pose des questions. Sur le plan économique, vous avez la Chine qui est en train de... Oui, et donc... la Chine, hein? Et là, il se peut que, à moins qu'il y ait vraiment une situation exceptionnelle, le nouveau patron du multilatéralisme risque d'être multiple, pour ne pas dire... Oui, ça va être difficile. Ça va aller dans tous les sens. Pourquoi? Parce que, vous savez, il a fallu beaucoup d'efforts aux États-Unis pour se retrouver dans un monde où il était... le hégémon. Il a fallu beaucoup. On est passé de la guerre froide. À un moment, c'était la guerre froide. C'était pas facile de déterminer qui, mais les États-Unis ont dû injecter beaucoup de matière en matière de finances, beaucoup d'économies dans le monde entier. Et l'autre axe de la Russie, de l'ex-URSS, est tombé. Voilà. Et on n'a plus parlé de guerre froide, on a parlé maintenant d'un hégémon. Mais là, tout est en train de repartir. Justement, tout est en train de repartir, Didier. Alors, certains estiment que dans ce multilatéralisme, certains se sentent intouchables au point où ils agressent les autres sans aucune autre riposte réelle. C'est le problème encore de la manière dont on a défini les choses en 39-45. On a fait le Conseil de sécurité des Nations Unies qui est piloté par 5 pays. Les alliés vainqueurs. Les gagnants. Les alliés vainqueurs. Donc on définit tout par rapport à soi. Sauf que les intérêts sont divergents à l'intérieur. Et quand
on demande, surtout les pays africains, demandent que le Conseil de sécurité et le fonctionnement de l'ONU soient revus, chiche. Super. Ils ont gagné quelle guerre? Non, il faut refaire parce que c'est fini la période de l'ancienne guerre. On est dans une nouvelle forme de guerre. Et donc, les pays africains devraient se mettre ensemble pour aller vers cette redéfinition de la participation aux Nations Unies. Je fais un parallèle. Wow. C'était comme on avait créé la FIFA. La Coupe du Monde, c'était 6 pays, c'était 8 pays, c'était 12 pays, 16 pays, 24, etc. Et maintenant, l'Afrique prend une part réelle dans la Coupe du Monde de football de la FIFA. Donc, il y a une progression. Oui, mais à ce niveau, c'est parce que les footballeurs africains ont battu. Ils sont allés à armes égales avec les confrères des autres continents. Mais est-ce que c'est le cas de nos politiques? Si. C'est le cas de nos politiques, Didier. Est-ce qu'ils ont cette latitude-là de discuter avec les autres, comment on dit, oui, mais quand tu es tout seul, tu n'es rien. Yeah. Donc, mais quand vous vous mettez ensemble, vous pouvez discuter. Pourquoi ils n'ont pas pu se retrouver à l'intérieur de l'UA pour déterminer comment ça va se passer pour nous face aux autres. L'UA ou l'OUA? Merci. L'OUA. Revenons en arrière. Et c'est toujours mieux pour mieux rebondir. Quand on ne sait pas où on va, on sait d'où on est parti. Voilà. C'est important. Bon. Et donc, du coup, vous avez vu, c'est l'Afrique du Sud qui va porter l'étendard. On a mis le Nigeria dedans, on a mis ceci, cela. Ça ne donne pas grand-chose. Et puis, certains se sont retrouvés dans les BRICS. Yeah. Voilà, pour contester. Sauf que, quand on se retrouve dans les BRICS, on retrouve la Russie. Et on retrouve la Chine. On retrouve l'Inde. On retrouve l'Iran. Et il aurait fallu ne pas mettre Russie Iran et Chine. Non, même les autres, les Iraniens, c'est pas méchant, on va pouvoir gérer cette affaire. Mais pas ceux-là qui sont déjà au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il fallait éviter ça. Sauf que parce qu'il y a le ver dans le fruit. Et parce que quand vous prenez tous les conflits après Seconde Guerre mondiale, qui les a alimentés? Ce sont les pays du Conseil de sécurité. Et trois, essentiellement. Hein. France, Angleterre, États-Unis. On les a repêchés. Et puis la Russie avait Afghanistan et autres. Bon, on se le refile, etc. Sauf qu'après, ils ont vu que les choses évoluant, il n'y a que nous qui ne faisons pas. Et là, ils tapent l'Ukraine et personne ne bouge. Voilà. Et que fait la Chine? Elle est plus que jamais sur le Tibet. Voilà. Or, les Tibétains, même de manière ethnique et culturellement, ne sont pas chinois. Mais maintenant, ils sont complètement... c'est une colonie. Donc, ils ont colonisé. Donc, et quand vous-même, vous avez fait autant de dégâts ailleurs, vous avez du mal à dire à ceux-là, corrigez le tir. Donc, vous voyez, c'est pour ça que dans cette politique multilatérale, du multilatéralisme, il faut redéfinir les choses. Il faut redéfinir les choses. On demande, et ça part des Nations Unies, le fonctionnement actuel ne correspond pas au monde d'aujourd'hui. Il faut refaire les choses. Or, les Africains sont toujours à la traîne. Ils sont toujours... les mamas de Bineta, on espère qu'ils seront grands un jour. Alors, vous qui êtes consultant en géopolitique, hein, aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, tous les doigts accusateurs des conflits sont pointés vers le multilatéralisme. Est-ce que vous êtes d'avis ou alors vous estimez que ces conflits puisent leur origine ailleurs? Oui, il faut déjà comprendre que le multilatéralisme est un cadre. Les conflits émanent du comportement inapproprié des acteurs. Oui, parce qu'il y a des intouchables. Il y a des personnes qui agissent et c'est eux qui occasionnent les conflits et non le système ou le cadre qui est clé. Vous prenez les Nations Unies avec d'autres types d'acteurs, vous n'aurez pas le résultat que vous avez aujourd'hui. Vous prenez les Nations Unies, le Conseil de sécurité dans une autre perspective, il y aura des comportements qui seront totalement différents. Donc, le multilatéralisme est un outil très important et capital pour ce qui est du rôle qu'il a joué dans le design, c'est-à-dire la conception
et même la mise en œuvre du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Tout ce qui s'est fait dans ce monde a été fait par multilatéralisme. Les négociations, les processus de coopération, ce qui me permet ou qui permet à Didier de prendre son vol depuis le Bénin, de passer par plusieurs autres pays avant d'atterrir en France, c'est le multilatéralisme. Donc le multilatéralisme n'est pas une source de conflit. Maintenant, l'outil peut être utilisé de façon à créer des conflits. Quand vous oui, mais regardez... est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Oui, lorsqu'on regarde un peu la quasi-totalité des conflits que nous avons quand même 10 conflits, ou alors plus de 10 conflits par là, qu'on surveille très minutieusement cette année 2025 à travers le monde. Mais Tatiana, quand vous dites conflit, il y a 3 éléments majeurs. Le premier, c'est les finances. Deuxième, c'est l'armement. Troisième, ce sont les personnes qui agissent. Quand vous regardez les finances, je parle de l'économie, quels sont les États qui ont la capacité de financer les conflits aujourd'hui dans le monde? On peut les compter du doigt. Donc, s'il faut suivre l'argent et tracer l'argent, on finira par comprendre que les sources de conflits ou de financement des conflits viennent d'un certain nombre d'acteurs assez connus. Pourquoi est-ce que le Conseil de sécurité s'est retrouvé paralysé à plusieurs fois? Quand vous regardez l'histoire des relations internationales, vous comprenez que ce que fait la Russie aujourd'hui a déjà été fait entre-temps par les États-Unis vers l'Irak. Et donc, c'est difficile pour les États-Unis aujourd'hui de faire une leçon à la Russie. On sait que ce que la Russie fait, la Chine l'a fait souvent. Et personne n'a pu dire quoi que ce soit. Les intouchables. Voilà, et donc si ces intouchables sont à la fois les gardiens de la maison en matière de maintien de la paix et de la sécurité, c'est tout à fait compréhensible. Et quand vous allez plus loin et que vous revenez dans nos pays africains, vous savez que nous autres pays africains, c'est pas qu'on est pauvres. Il y a de la ressource, il y a toutes les matières, mais dans la capacité à exploiter, transformer ces matières à en faire une richesse, on est encore à la traîne. Ce qui fait que la capacité de financement des conflits n'est pas quelque chose dont on a l'apanage. Ce qui pourrait carrément nous montrer que le financement des conflits que nous avons sur les territoires africains vient d'ailleurs. Ils trouvent l'argent ailleurs pour acheter les armes, ils trouvent l'argent ailleurs pour nourrir les personnes qui sont dans le conflit. Donc il y a plusieurs paramètres qui montrent aujourd'hui que le système de multilatéralisme qui existe aujourd'hui, et quand je parle multilatéralisme, je vois aussi multinationalisme des entreprises qui ont beaucoup d'intérêt dans tout ce qui se passe. Ce système aujourd'hui a besoin d'être revu. Maintenant, revu par qui et comment? Et j'aime ce que Didier disait, parce qu'aujourd'hui, les Africains risquent de passer encore à côté. Pourquoi? Parce que il faut s'unir. Quand vous n'avez pas assez de force, vous fonctionnez en mode balance of power. Vous identifiez les acteurs de la scène internationale qui ont les mêmes intérêts que vous et qui ont besoin d'avoir aussi un certain poids sur la scène internationale. Vous vous unissez. Et dans le cadre pratique de l'Afrique, les pays africains ont intérêt à s'unir. Ils ont tellement intérêt à s'unir que leurs vis-à-vis ont compris cela. Ce qui fait que les États-Unis organiseront un sommet États-Unis-Afrique, les faire venir ensemble et négocier individuellement. Vous voyez comment c'est terrible. C'est-à-dire, la Russie invite les pays africains, ils viennent... Afrique, Russie-Afrique, France-Afrique. Ils y vont, tout bien habillés. Et bientôt, ce sera Israël-Afrique. Et après, on séquence. Et après, on séquence. Au même endroit. Ce n'est pas qu'on séquence ailleurs. Non, on vous rassemble, mais on ne négocie pas avec tout le monde parce qu'on a compris que chacun y vient pour son intérêt et non pour l'intérêt de tous qui pourrait permettre à chacun à la fin d'avoir son intérêt. Alors, par exemple, pour enchérir, quand vous avez le sommet Chine-Europe, c'est Chine-France, c'est Chine-Allemagne, c'est Chine-Roumanie? Pas du tout. C'est l'Union européenne qui va. Ouais. Avec un commissaire qui négocie pour l'Europe. Lorsque il s'est agi d'appliquer, toujours un multilatéralisme, il s'est agi d'appliquer les négociations avec le Mercosur. Mercosur, ce sont les pays donc latino-américains qui ont négocié une prise de part dans le marché européen. Ouais. L'intervention de leurs produits dans le marché européen. Ils n'ont pas négocié avec la France, ils n'ont pas négocié avec l'Espagne,
ils n'ont pas négocié avec l'Allemagne, ils ont négocié avec l'Europe. Et donc maintenant, les pays européens, individuellement, les corporations d'agriculteurs sont en train de dire « Ah non, ça ne nous convient pas ce que vous avez négocié ». Mais sur le plan européen, ils ont négocié ça, sachant que je ne pense pas France, je ne pense pas Allemagne, je pense Europe. Donc, la pénétration du Mercosur sur le marché nous permet aussi à nous, à terme, de gagner davantage. On perd quelques petits trucs au passage, 5%, 10%, on va gagner 50, 60. Donc, le jeu, évidemment, les 5% qui perdent ne seront pas d'accord, etc. Donc, c'est un jeu, on négocie. Et quand on fait le sommet quelque chose Afrique, ils viennent. Mais il faut négocier quoi? Avec qui? Ce n'est pas ceux de là-haut qui viennent négocier. C'est l'Afrique. Et puis on dit, bon, Sénégal, viens, on va parler un peu. Et toi, viens. Puis chacun commence par tirer ses marrons du feu. Et c'est fini. Le système multilatéral est pourri de l'intérieur quand on s'adresse aux Africains parce qu'ils ne sont pas unis. Alors justement, parce qu'on n'est pas unis, mais on constate aussi que dans les différents conflits qui sont au niveau des différents continents, l'Afrique n'échappe pas. L'Afrique occupe même d'ailleurs une part très belle parce que nous avons le conflit en RDC, nous avons le conflit au Soudan. Et on remarque quand même que dans tous ces conflits dans le monde, il y a quand même un pays, deux pays qui reviennent souvent. Il y a les États-Unis, il y a l'Israël. Alors, vous, avec vos yeux d'expert, je vous demande, dites-nous un peu vers quel continent ou quel pays pourrait nous conduire à une nouvelle poudrière mondiale? Quel pays pourrait nous... c'est compliqué, hein, ta question. Quel pays qui pourrait nous... oui, parce que quand on prend un peu les différents conflits, on constate toujours que quelque part, il y a toujours les États-Unis qui sont là. Oui, tout le monde tire sur les peines du jeu. On vous comprend. Est-ce que c'est du côté de l'Amérique que ça va continuer, ça va démarrer pour descendre, maintenant prendre le vieux continent et venir échouer chez nous en Afrique, ou alors c'est en Asie, parce que ça chauffe partout. Non, mais c'est à partir de nous-mêmes. Hein. Oui, c'est nous-mêmes, parce qu'on était bien mal organisés. Oui. On était bien mal organisés, et qu'il suffit de faire une étincelle et puis c'est l'incendie. Hein. Et voilà, donc ils n'ont pas poussé beaucoup. Hein. Hop, parce que les conflits alimentent un système, mais bien sûr, Matra ou Safran qui vend les missiles, ils tirent leur épingle du jeu, parce que quand on dit la France est derrière, oui, mais Safran qui fabrique les missiles, qui va armer les Rafales, et même l'avion Rafale qui est l'avion le plus performant de guerre actuellement au monde. Mais vous dites, on dit la France, mais c'est quoi? C'est une entreprise privée. Hein? C'est une entreprise privée. Donc, et la France, Macron, récemment, a été négocié en Grèce, etc., parce qu'il sait que... en Inde également aussi. Et la TVA va lui retomber. Parce que, et puis, c'est la présence de la France. Donc, quand on va vendre des Rafales, écoutez, c'est pas pour du transport commercial, hein, c'est pour bombarder. Bon, donc, quand on va vendre des Rafales, c'est la France, et moi, je tire de l'argent dessus. L'entreprise privée, Safran, c'est une entreprise privée qui utilise des ingénieurs militaires, etc. Mais quand ils font ces missiles, les porte-charges, etc., pour bombarder, ils gagnent leur sous. Donc, ces entreprises n'existent que parce qu'il y a des conflits. D'accord? Et dans le multilatéralisme, on a dit que l'arme de dissuasion nucléaire, c'est-à-dire qu'il faut s'armer jusqu'à un certain niveau pour dissuader l'autre de ne pas m'attaquer. Donc on a favorisé les choses. Donc depuis Ronald Reagan qui a dit après, bon, je m'arme suffisamment et avec tous les accords SALT, etc. Donc je vais m'armer et quand je serai bien, je vais dire on arrête. Donc les Européens disent non, on ne va pas arrêter tant que ça, parce que nous aussi, etc. Mais nous, Africains, on a des lance-pierres. Et oui, les frondes comme ça, et ça tue une personne enfin, ça frappe une personne à la fois, ça ne va pas beaucoup plus loin. Et donc, ils nous envoient, parce que les conflits au Soudan en RDC, c'est pas nous qui fabriquons les armes. Donc on les mais nous, on les achète quand même. Voilà, on les achète. Ou alors on nous les offre.
Non, bon, Non, dans non. tous les cas, on paye. Et quand on nous les offre, c'est Dans bien tous même les pas cas, on offert. paye. Parce que quand on nous les offre, c'est pour dire on veut quelques minéraux au Voilà, passage pour payer. Tu n'as pas de et l'argent ça pour payer. passe, Tu n'as ça pas l'argent passe. pour payer, je ramasse un peu. Encore que tu ne peux Oui, pas alors, exploiter. la Voilà. question que je vais vous poser, Morgane, c'est de savoir, c'est toi, c'est toi le consultant, c'est lui, l'enseignant journaliste, c'est lui qui... Comment est-ce que tous ces conflits sont-ils liés? Certains estiment que d'une façon ou d'une autre, un conflit qui a lieu, comme nous avons présentement le conflit en Ukraine, les citoyens, les populations africaines devraient se sentir concernées. Alors, je veux savoir, c'est quoi la relation entre ces différents conflits alors que nous sommes en plein dans le multi? Alors, il faut dire qu'il y a une relation publique-privée qui est très importante et qu'il faut comprendre. Didier a commencé à l'illustrer dans son intervention tout à l'heure. Le public et le privé travaillent très souvent ensemble, même si on veut toujours nous faire croire qu'ils sont séparés. Quand c'est public, ça ne peut pas être privé. Non, le partenariat public-privé est responsable de tous les développements, de tous les pays pratiquement. Et dans le cadre des conflictuels... De tous les pays, y compris nous aussi ici, là. Oui, il faut dire que quand vous regardez les pays africains qui ont quand même un certain niveau de développement conventionnel, je précise développement conventionnel, parce que ça a été codifié, déterminé par un certain nombre d'acteurs, c'est des États où parfois il faut privatiser les structures. C'est des États, et quand on dit privatiser les structures, c'est l'État qui trouve un gérant privé pour gérer peut-être une entreprise nationale qui était censée être une entreprise publique. Donc il y a la privatisation, on parle d'un sérieux dans la gestion lorsqu'on a une privatisation. Il y a aussi le fait de créer des zones industrielles pour favoriser des investissements. Et tout investissement de grande envergure se fait toujours avec l'accompagnement de l'État. C'est pour cela que quand vous avez un chef d'État qui se déplace en visite officielle, en général, il y a toute une armée d'opérateurs économiques qui sont là, dans l'ombre, tapis, et qui accompagnent. Et donc, ça fait partie du nécessaire. Oui, mais dans notre cas d'espèce en Afrique, est-ce que c'est des opérateurs ou alors c'est juste des touristes? Chacun qui voudrait être dans la délégation présidentielle. C'est un peu dommage, parce que eux, ils vont se montrer. Ils vont se montrer. Et quand on parlait de zones industrielles, par exemple, si Talon voyage et fait ses tours, etc., c'est un peu le VRP, c'est un peu le commercial du pays. Ouais. C'est lui le numéro 1. Donc s'il voyage, ce serait bien que le directeur... donc vous avez dit que c'est l'agent commercial. Ah oui, alors c'est le directeur commercial du Bénin. C'est le directeur commercial D'accord. C'est le directeur commercial du Bénin. Parce que c'est lui qui va vendre son pays. Actuellement, il le vend très bien sur le plan culturel. Maintenant, il faut qu'il y ait une industrie culturelle derrière. Le tout n'est pas... Il faut maintenant qu'il y ait une industrie culturelle derrière. Et lorsqu'il il va se déplacer, moi, j'aimerais bien que ce ne soit pas seulement le ministre de la Culture, mais que ce soit des entrepreneurs du culturel qui vont. Et quelques entreprises, GDIZ de Glo et compagnie, le directeur doit y aller pour voir quelles sont les opportunités de vendre. Et quand vous avez un chef d'État qui porte votre parole, c'est déjà la moitié du fait. C'est amené à vous de négocier, etc. Donc voilà. Et il faut qu'on rentre dans cette logique-là. Et lorsque l'actuel pouvoir a installé tout ce qu'il faut, et sur le plan culturel, ça marche très bien. On commence par parler du Bénin un peu partout. Maintenant, il doit y avoir une industrie culturelle derrière. Et cette industrie culturelle va valider ce qu'il a mis en place. Sinon, on passe à côté. Alors tout à l'heure, oui. Oui, c'était par rapport à la question que tu avais posée. Oui, justement, oui. Oui, tu veux reposer? Oui, je voulais renchérir. D'accord, allez-y. Alors, lorsqu'on vous écoute, tous ces conflits sont liés d'une façon ou d'une autre. Alors, la question que les uns et les autres se posent, c'est de savoir comment pouvons-nous reformer, ou bien, reformer le multilatéralisme?
Non, déjà, il faut déjà savoir pourquoi est-ce que il y a cette influence qui fait que les conflits sont liés. Et c'est simplement parce que vous avez des intérêts qui doivent être défendus par les acteurs étatiques lorsqu'ils se déplacent avec les entreprises. Quand vous regardez ce qui se passe au Congo, c'est un secret de polichinelle. Toutes les grandes puissances y sont pour les ressources congolaises. Et vous avez entendu le président Tshisekedi, lorsqu'il n'arrivait plus à gérer le M23, il a invité les États-Unis à s'asseoir autour d'une table pour négocier les ressources de la RDC en contrepartie de la sécurité que les États-Unis pourraient apporter. Donc je pense qu'aujourd'hui, la seule chose qui pourrait expliquer le lien qu'il y a entre ces conflits et le fait qu'il y a une corrélation, c'est les intérêts. Maintenant, comment pallier à cela? C'est pas une magie, c'est le leadership. Alors, dernière question. C'est le leadership. Alors, dernière question avant de mettre la clé sur le paillasson, parce que le sujet est tellement intéressant qu'on n'a pas vu le temps partir. Multilatéralisme, oui. Mais aujourd'hui, est-ce que nous allons assister à une recomposition des blocs? Est-ce que ce sera... On va maintenir les blocs qu'on avait au temps de la guerre froide, sauf que dans ce bloc, il y a certains pays qui vont s'ajouter, ou alors il y aura carrément un nouveau bloc qui pourrait naître des centres. Les blocs qui ont existé, on a vu que le Comecon a explosé, même le Mercosur a été réorganisé, et l'Union européenne est partie de la CE. Ils ont fait le chemin. De 6, 9, 11 jusqu'à 27, etc. Donc eux se mettent ensemble pour négocier avec la particularité de l'Angleterre dedans. Bon, mais ils sont quand même ensemble, etc. Donc eux négocient en bloc. Donc aujourd'hui, ça va être difficile, même si Orban est en train de faire un peu de dissidence dans l'Europe pour soutenir... Oui, mais il ne quitte pas l'Union quand même, bon, malgré sa dissidence, mais il ne quitte pas l'Union. Il ne peut pas, parce que c'est un mal nécessaire pour lui, etc. Sinon, à part l'Union, il va sauter très vite. Donc, à l'intérieur, il va faire son petit malin. C'est de bonne guerre. Il gère la politique de son pays, mais dans un ensemble. Donc, les groupes se reconstituent. Mais se reconstituent et se consolident et se solidifient. Revenons sur l'Afrique. Aucun groupe ne s'est constitué ni solidifié. Ça, c'est miette et ça, c'est frite de plus en plus. Je reviens sur le cas de l'AES. L'AES qui se constitue, oui. Oui, ils vont faire un petit bloc, oui, pour exister et aller renégocier tout ce qui avait été fait. Aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est qu'au sein de la CEDEAO, c'est dommage qu'ils aient mis la politique trop en avant, on n'a pas pu, pour ces pays enclavés, faire une négociation à l'intérieur de la CEDEAO pour dire le port de Cotonou, c'est pour le Niger, le port de Lomé, c'est pour ceci, cela, etc., avec des taxes communautaires pour apprendre une redistribution. Mais là, c'est des pays qui négocient directement. On est à l'intérieur de la CEDEAO, on sait qu'il y a des taxes, mais le Niger et le Bénin, c'est direct. Le Bénin peut fermer les vannes ici, fermer, puis ils vont dire non. C'est une petite pagaille à l'intérieur. Donc, la recomposition, oui, mais pas la recomposition que nous sommes en train de faire, parce que la recomposition que nous faisons, elle est trop politique. D'accord. Et pour finir là-dessus, les Européens qui se sont entre-déchirés depuis toujours, ils ont toujours fait ça. Et quand ils se battent chez eux, ils mondialisent la chose. Bon, c'est de une guerre mondiale, etc. Et ils se sont dit à un moment, bon, écoutez, qu'est-ce qui pourrait nous mettre ensemble? Quel est notre intérêt vital désormais? Ils ont trouvé que c'est l'énergie, le charbon. Donc ils ont dit, ok, il y a encore des guerres? Non. Petit conflit, oui. Sauf maintenant une guerre, mais qui est à leur frontière. Parce qu'un autre pays qui était sous une autre hégémonie veut rentrer dans le bloc ouest. Donc le bloc de l'Est avec la Russie dit non. La Russie seule d'ailleurs en tête dit non. Je vais garder mon espace d'influence. Donc vous voyez, et ils se sont dit, qu'est-ce qui nous oblige l'un envers l'autre? Et ils ont trouvé ça. Nous, on n'a aucune obligation
vital. Tout nous oppose, les uns aux autres. Non, c'est la politique. Le Kalachnikov, casque, botte, je tire sur tout ce qui bouge et sur le plus intelligent. D'accord, c'est bon. Non, je dirais simplement que il y a une évidence. D'accord. Le monde est en déconstruction pour reconstruction. Okay. Maintenant, est-ce que chaque acteur pourra tirer son épingle du jeu? Il ne faut pas qu'on soit la traîne. Ça dépend de son organisation. Et les Africains, Didier l'a dit, je le répète, on est en train de passer à côté. Alors qu'on a intérêt, parce que c'est aujourd'hui plus que jamais que tous les yeux, tous les yeux sont tournés vers l'Afrique. Et tous les acteurs savent que sans l'Afrique, ça ne peut pas fonctionner. Sauf apparemment les Africains. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Le Monde en 52 minutes de ce lundi. Oui, 52 minutes, c'est peu, mais c'est beaucoup également, parce qu'avec vous, on ne voit pas le temps passer. À l'ère de l'explosion des conflits sur tous les continents, comment reformer le multilatéralisme? Vous avez suivi Didier Sanson, qui est enseignant journaliste. Merci Didier. Réinvitez-moi là-dessus, parce qu'il faudra qu'on continue, parce que je suis resté sur ma faim. Merci à toi Morgane. C'est un plaisir et je répondrai à l'invitation naturellement. D'accord. Merci de toujours préférer ESAE Télévision, la meilleure des web télé. Retrouvons-nous lundi prochain pour d'autres actualités à décrypter. Au revoir, bye bye.